Marron, bonjour mesdames et messieurs, chers amis de la solidarité et bienvenue. Merci de vous mobiliser aussi nombreux. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la Fédération FIB, je rappelle qu'elle a été créée en mars 2020 suite à la visite dans plusieurs pays en découvrant que les OLES étaient les seules associations qui ne se connaissaient pas d'un pays à l'autre. Il nous a semblé important, pas de réinventer la roue, rien inventer, mais mettre en réseau, en fait, ces associations de bienfaisance et d'entraide dans le monde entier qui font quand même un travail assez exceptionnel. Je voulais pas prendre trop de votre temps, mais vraiment remercier chaleureusement la direction des Français de l'étranger et l'administration consulaire pour leur collaboration extrêmement précieuse. Remercier notre board toujours, Alexandre et Zaïda. Je ne sais pas si Zaïda est connectée. Merci à Sylvie qui est le chef d'orchestre et qui vous a tous régulièrement. Merci aux élus qui se mobilisent aussi et qui sont toujours à nos côtés. J'ai envie de citer Jean-Hervé notamment. Je voulais vous dire que ces assises ont été décidées grâce à vous tous aussi, et l'AFE et votre président de commission. Merci aussi à lui. Et encore une fois que nous aurons bien avancé, l'objectif, c'est quand même d'apporter une aide encore plus cohérente, encore plus globale, et surtout faire connaître les OLES et les aides aux OLES, et les deux restent beaucoup trop peu connus à mon sens. Alexandre, je te laisse prendre la parole. Merci, Madame la députée. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette table ronde organisée dans le cadre des Assises de la protection sociale des Français de l'étranger qui se tiennent jusqu'au 10 octobre 2025. Ces assises ont pour objectif de recueillir les constats, besoins et propositions des Français établis hors de France concernant leur protection sociale. Vos retours permettront d'élaborer des recommandations concrètes. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui est le suivant: la place des OLES dans l'environnement institutionnel et associatif des Français de l'étranger. Cette rencontre est un débat d'initiative locale, ce qui veut dire que chacun ici peut prendre la parole. La méthode que nous avons choisie est simple. Je jouerai le rôle d'animateur pour guider la discussion, relancer les échanges si nécessaire, mais la parole est ouverte à toutes et à tous à tout moment. Toutefois, pour structurer nos échanges, nous avons un ordre de parole non protocolaire, mais par sujet d'intervention qui suit un fil logique en partant d'un cadre général vers le plus particulier. Avant de commencer, je dois rappeler les règles du débat qui s'appuient sur la Charte nationale des assises. Vous vous engagez à respecter les principes suivants: la pluralité et l'inclusion, la neutralité de l'animateur du débat, l'argumentation, l'égalité. L'objectif aujourd'hui est de faire remonter vos constats et vos propositions concrètes. Un compte rendu sera rédigé à l'issue de notre rencontre. Il reprendra fidèlement les échanges, y compris les avis minoritaires. Celui-ci comprendra les thèmes abordés, les recommandations prioritaires, les principaux points d'accord et de désaccord. Ce compte rendu sera transmis à l'Assemblée des Français de l'étranger. Les intervenants: Madame Fanny Rousseau, chargée de suivi des OLES au sein de la DFAE, Monsieur Dominique Mas, consul général de France à Tunis, Monsieur Jean-Hervé Prazelin, président du conseil consulaire à Madagascar, président de la commission de l'enseignement, qu'on connaît très bien ici, Monsieur Rita Mongana Banino, président du foyer familial, Monsieur Michel Delattre, président Société française d'entraide à Tunis, Monsieur Laurent Lesque, président de Solidarité France-Italia. Bienvenue à tout le monde et je laisse la parole à Madame Fanny Rousseau. Si elle est là, bonjour oui, Madame Fanny Rousseau. Je suis là, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, qu'est-ce qu'un OLES? Alors, OLES, pour que tout le monde soit bien au fait, donc ça veut dire organismes locaux d'entraide et de solidarité.
Tout d'abord, préciser que OLES, c'est ni un statut ni un label. C'est une expression qu'on utilise pour désigner à la fois les sociétés de bienfaisance traditionnelles et toutes les associations qui viennent en aide à nos compatriotes à l'étranger. Du coup, sous le terme OLES, ça regroupe des associations très diverses, que ce soit en termes d'action. Donc, on a des OLES qui donnent des aides financières, des aides alimentaires. On a aussi des OLES qui font maison de retraite, qui proposent des activités extrascolaires. Enfin, voilà, une palette d'actions vraiment très large. Elles sont aussi très diverses en termes de public. Donc, on a des OLES qui sont consacrés uniquement aux ressortissants français et des OLES qui peuvent venir en aide aussi également à des ressortissants d'autres nationalités. Et elles sont diverses en termes de budget. On a des toutes petites OLES avec des moyens très limités et des OLES avec des budgets annuels à plusieurs millions d'euros. Et elles sont également diverses en termes de capacité. Il y a des OLES qui fonctionnent uniquement sur du bénévolat, tandis que d'autres peuvent avoir des salariés. Voilà. Donc, si le terme OLES, voilà, c'est très large, c'est pas défini de manière normative. En revanche, pour pouvoir bénéficier des subventions du ministère, là, il y a des critères bien précis à respecter. Notamment, il y en a 3 principaux qui sont la complémentarité des actions avec celle du consulat. Donc, ça signifie que, en principe, les aides octroyées par les OLES ne bénéficient pas aux allocataires des aides sociales qui sont attribuées par le consulat. Ça signifie que pour les dossiers, notamment les dossiers très lourds, l'échange doit se faire entre le consulat et l'OLES. Et également, les OLES peuvent jouer le rôle de relais géographique du consulat. Voilà, quand le consulat n'est pas présent, c'est très utile. Le deuxième critère, c'est le dynamisme dans la recherche de financement. En principe, la subvention du ministère ne doit pas être le seul revenu de l'association. Normalement, idéalement, on aimerait que la subvention ne représente pas plus d'un tiers des ressources des associations qui candidatent. Et on est attentif sur le fait que les associations sont dynamiques dans la recherche d'autres financements, qu'elles demandent des cotisations, qu'elles font appel au mécénat, qu'elles font des levées de fonds, enfin voilà, tout ce genre de choses pour obtenir d'autres ressources que la seule subvention du ministère. Le dernier critère, c'est la transparence et la qualité du dialogue avec le consulat. Voilà, on estime donc du coup, comme les OLES sont un relais très précieux de nos postes, ce qui est important, c'est que travailler en bonne entente, que l'OLES soit réactive quand le poste lui signale des dossiers, qu'elle réponde rapidement, qu'elle réponde de manière satisfaisante. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 critères principaux que nous regardons pour l'octroi des subventions du ministère. Comment se passe l'octroi des subventions? Ça se passe en 2 temps. D'abord, les associations déposent leurs dossiers auprès des postes, qui les étudient et qui les soumettent à l'avis du conseil consulaire. Ensuite, les dossiers sont envoyés à la DFAE. Donc, nous, on réétudie les dossiers et ensuite se réunit le comité des subventions qui décide de l'octroi ou non des subventions. Alors, sur l'octroi des subventions, sur le respect des 3 critères que j'ai cités précédemment, on fait généralement confiance aux postes puisque ce sont eux qui travaillent régulièrement, quotidiennement avec les associations, donc c'est eux qui les connaissent. Nous, ce qu'on va regarder, c'est plutôt l'équilibre budgétaire, l'utilisation de la subvention si on en a attribué une l'année précédente, et aussi si la subvention demandée est en augmentation, si c'est bien justifié. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
sur le calendrier, la campagne est lancée en mois d'octobre. Les conseils consulaires sont tenus alors soit en novembre en même temps que les CCPAS, donc l'attribution des aides sociales directes, soit en début d'année. Et le comité de subvention se réunit généralement début juin. Et donc, du coup, les crédits sont ensuite délégués courant du mois de juin, début juillet. Et pour donner juste une idée des chiffres, alors le budget consacré aux subventions pour les OLES, alors il était il y a quelques années autour de 0,4 millions d'euros. Après la crise Covid, il a été largement augmenté puisqu'on est passé à 1,4 million d'euros. Et malheureusement, cette année, avec les contraintes budgétaires, on est redescendu à 1,2 million d'euros. Et du coup, les résultats du comité de subvention de cette année n'ont pas encore été publiés, mais je peux quand même vous dire que du coup, nous avons consommé l'enveloppe à 99,8% cette année et que nous allons subventionner 86 associations. Voilà. Merci, Madame Rousseau. Très clair. Merci beaucoup. Hein. J'ai une question. J'ai une question. Si je peux me permettre, quand vous avez parlé que les subventions, idéalement, doivent faire un tiers du budget de l'OLES, quid de la valorisation en nature? La valorisation en nature dans les OLES, c'est un peu compliqué parce que on n'est pas comme sur le staff où c'est une logique on subventionne un projet. Donc, pour nous, les OLES, ça fonctionne beaucoup sur le bénévolat. Donc, valoriser. Voilà, ça peut se faire, mais c'est un peu plus compliqué sur les OLES. Et après, on est quand même assez souple sur le critère de dynamisme, de recherche d'autres sources de financement. On sait qu'il y a des pays où c'est plus compliqué. On sait qu'il y a des associations qui sont toutes petites. Et voilà, c'est l'idéal. Mais après, voilà, on fait du cas par cas. Et il y a beaucoup d'associations qu'on subventionne qui ne remplissent pas ce critère de un tiers du budget. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Monsieur le consul général de France à Tunis, sur les bénéfices pour un consulat, le processus de gestion publique pris en charge et quelles difficultés identifier. Et encore merci, monsieur le consul. Je l'ai mis en revenant sur le mail de Florian. Monsieur le consul, vous avez, on ne peut pas vous entendre. Vous avez le micro bloqué. On ne vous entend pas. Le micro n'est pas encore actif. Voyons si je peux vous... Voilà, c'est parfait, monsieur le consul. Alors écoutez, je ne suis pas très bon en technique, mais vous m'entendez maintenant? Parfait. Très bien. Excellent. Merci pour votre invitation, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus et chers collègues. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci pour cette invitation et d'avance mes excuses pour ma voix un peu rocailleuse et peut-être quelques quintes de tout, mais la grippe, même en juin, peut être mauvaise en Tunisie. Écoutez, ce que je peux vous dire en quelques mots sur les OLES, les bénéfices pour un consulat, de pouvoir compter sur des OLES, ils sont énormes ces bénéfices parce que pour nous, ce sont en tout cas en Tunisie où nous avons 2 OLES et vous les entendrez plus tard, ce sont des partenaires privilégiés pour ce consulat parce qu'ils nous aident véritablement vis-à-vis de nos compatriotes les plus démunis. Je dirais, si je devais faire une comparaison un peu par rapport au territoire français, c'est un peu ce que sont les services sociaux communaux, par exemple, par rapport à des directions départementales des affaires sociales, c'est-à-dire des services de proximité, des services avec une réactivité que nous ne pouvons pas, nous, administration, avoir aussi facilement.
Donc, ils sont dans un rôle totalement complémentaire par rapport à l'action consulaire, parce qu'ils nous permettent de répondre à des situations qui auraient du mal à trouver des réponses dans le cadre, par exemple, des rendez-vous réguliers des CCPAS. C'est aussi, je dirais, un peu pour nous un thermomètre de la situation sociale de notre communauté dans nos pays de résidence et plus généralement de la situation économique ou sociale de notre pays de résidence. À Tunis, donc je vous le disais, nous avons deux OLES avec qui nous collaborons depuis longtemps. La SFEB, donc, est une société française d'entraide et de bienfaisance, comme son nom l'indique, une société de bienfaisance qui vient en aide aux Français de passage ou bien aux résidents qui sont en difficulté. Et là, on a un travail de mise en commun de nos compétences, des volontaires de la SFEB et de mes agents des services sociaux, des mises en commun de nos moyens aussi, pour pouvoir aider nos ressortissants dans des difficultés passagères. Je dois dire, c'est pas une démarche pour moi qui est une démarche, c'est pas une démarche caritative, hein, parce que quand on parle de bienfaisance, on imagine que du caritatif. Non, c'est vraiment, et je pense que Michel Delattre, le président, nous le confirmera, c'est une démarche pour moi de reconstruction des gens, c'est-à-dire d'accompagnement des gens. On les aide sur du logement temporaire, on les aide sur des prêts d'honneur, c'est-à-dire pour leur remettre un peu le pied à l'étrier. Et c'est ça qui est important, hein, dans notre démarche. Le deuxième OLES, c'est bien entendu, c'est un foyer de retraite, une maison de retraite, le foyer de la rue Langlois, et Rita nous en parlera plus précisément, qui accueille entre autres 25 ressortissants français parmi une quarantaine de pensionnaires. Nombreux parmi ces ressortissants, nombreux sont ceux qui perçoivent des aides sociales réduites, l'allocation solidarité ou l'allocation adulte handicapé, mais ce sont des montants trop minimes pour couvrir en fait le coût réel de résidence dans ce foyer. Et donc pendant de nombreuses années, les résidents ont bénéficié d'un tarif adapté qui était en fait un tarif qui était subventionné par l'institution elle-même, hein, puisque ça correspondait à un effort important du foyer qui puisait sur sa trésorerie, sur ses ressources. Et je dois dire que depuis cette année, nous avons mis en place, avec l'accord du département, et je remercie Fanny là-dessus, nous avons mis en place un dispositif qui fait que nous calculons, entre autres, notre subvention à l'OS en prenant en compte ce différentiel entre les ressources de l'individu et le coût réel de résidence dans ce foyer. Et nous engageons, nous, État français, à prendre ce différentiel en charge. Et c'est en partie ce qui compose la subvention de l'OLES. Et pour nous, c'est quelque chose d'important parce que d'abord, ça permet de garantir à l'OLES de couvrir ses dépenses et de garantir son équilibre budgétaire. Et ça justifie pleinement cette subvention, ça justifie pleinement la mission de l'OLES par rapport à nos résidents français. On sait aussi que les deux OLES nous aident de temps en temps à accueillir temporairement certains ressortissants qui sont soit de passage, soit en résident, mais qu'il faut faire repartir sur la France. Et là aussi, ils agissent un peu, de nouveau, je cherche à faire une comparaison par rapport au territoire national, ils agissent un peu comme les foyers sociaux que peuvent mobiliser nos préfectures en France sur des cas sociaux importants. Donc, nous, comment on collabore avec eux? Je crois qu'on collabore avec les deux associations pour orienter nos ressortissants vers les réponses disponibles en termes de secours économiques, en termes d'hébergement. Mais je dois dire que chaque demandeur, notamment les gens qui s'adressent à la SFEB, chaque demandeur est référencé, je dirais, auprès du consulat général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de substitution dans nos métiers. Nous restons en charge de l'accompagnement administratif de la personne. S'il y a des formalités à remplir vis-à-vis des autorités tunisiennes ou des autorités françaises, nous allons nous charger de cet accompagnement. Et par contre, nous bénéficions de cet accompagnement, je dirais, social, humain, à travers les
les OLES. Et tout ça est amplifié par le fait que nos échanges entre les OLES et le consulat sont quasi permanents. Nous les accompagnons, bien entendu, pardon, nous les accompagnons dans leur demande de subvention auprès du ministère, et nous les aidons naturellement à constituer leur dossier. C'est à la fois les dossiers OLES, mais je ne sais pas pour les autres pays, nos deux OLES ont eu ponctuellement la possibilité de bénéficier de subventions des projets staff. Hein, et là, on est bien sur une démarche différente. L'OLES, c'est vraiment pour aider, c'est une subvention pour aider à la prise en compte de nos compatriotes. Le projet staff, ça sera plutôt sur un projet dimensionnant ou un projet structurant. Je pense par exemple à un parcours de santé dans la maison de retraite, un certain nombre de travaux qui peuvent être des travaux d'investissement qui peuvent être effectués. Pour finir, je voudrais juste mentionner 3 contraintes ou 3 perspectives que nous avons. La première, bien entendu, que l'on observe depuis quelques années, c'est quand même l'augmentation de la précarité. Dans nos pays, en tout cas en Tunisie, on le voit. Et j'en veux pour juste un exemple, et même si Madame Rousseau rappelait les contraintes budgétaires que nous avons eues, et même la baisse de budget que nous avons eue, bien, malgré ces contraintes budgétaires, j'observe, moi, qu'entre 2017 et 2024, le budget consacré aux 2 OLES a augmenté de 170% pour l'une et de 90% pour l'autre. Et tout cela parce qu'effectivement, on a des situations de précarité qui se multiplient. Le deuxième point que je voulais souligner, qui est lié aussi un peu au premier, mais c'est l'augmentation de la dépendance. C'est-à-dire, en fait, les personnes, de plus en plus de personnes, notamment victimes de maladies cognito-dégénératives, et ce qui demande une prise en charge plus particulière. D'abord, il faut les retrouver. Pour nous, au consulat, c'est pas toujours facile. Elles sont en situation isolée à travers le territoire. Et là, on compte beaucoup sur le milieu associatif et sur nos élus pour nous alerter et ensuite les prendre en charge. Et je dois dire, les prendre en charge ensuite, vous voyez, selon certaines maladies, ça exige des dispositifs très lourds. Je crois qu'il y a un vrai sujet de réflexion en termes de politique publique, en termes de prise en charge du risque de dépendance à l'étranger. En France, je sais que c'est un sujet très lourd à travers les EHPAD, etc. Il faut voir qu'ici, on a des EHPAD, mais qui sont des EHPAD privés, qui font un excellent travail, mais chers, hein, et qui donc ne bénéficient pas des aides que l'on peut avoir en France à travers les conseils généraux ou à travers les structures, les institutions décentralisées. Nous n'avons pas ça ici. Notre seule option, quand on a une personne qui est vraiment malade, c'est d'essayer de la rapatrier en France avec toutes les difficultés que nous avons pour trouver des lieux d'hébergement, de rapatriement. Et c'est pas l'idéal. Et je dois dire sur un plan économique que c'est quand même bien plus onéreux que de les conserver et les héberger dans le pays d'accueil. Et le dernier point que je voulais souligner, qui pour nous est important, qui va peut-être faire frémir, parce que ça a l'air d'un terme un peu vulgaire, mais je sais que j'ai eu ce débat lorsque je travaillais dans le domaine humanitaire, et ce débat, je l'avais avec les associations humanitaires, c'est le débat de la professionnalisation. Hein, on a parlé effectivement derrière, on a effectivement essentiellement des OLES qui vivent de bénévoles, et c'est très bien, mais ça n'empêche pas que la professionnalisation, c'est-à-dire une certaine technicité, devient de plus en plus nécessaire. Quand on héberge des personnes âgées, comme je le disais, de plus en plus dépendantes, c'est un problème. Mais aussi quand on est dans des structures qui sont en pleine croissance, comme le foyer de Radej, je crois, Rita nous le dira, c'est 60 personnes qui travaillent. Hein. Donc, nous, notre souci, c'est de comment aider ces OLES à monter en compétences en termes de gestion et de management de structures qui sont de plus en plus importantes. Et je rajouterai qu'à partir du moment où une OLES bénéficie de fonds publics, forcément, nous avons tous collectivement un devoir de transparence vis-à-vis de ces fonds publics et donc un devoir de contrôle, ce qui exige des frais et des moyens supplémentaires pour les associations
parce qu'il faut qu'elle se dote d'un dispositif de comptabilité ou de gestion parfois un peu plus sophistiqué. Donc c'est un vrai débat, je le pose, et je sais que c'est compliqué, encore une fois, pour l'avoir vécu avec toutes les ONG françaises qui travaillent dans l'humanitaire et qui font du caritatif et qui font du bénévolat, mais qui de temps en temps doivent de plus en plus se professionnaliser. Voilà, je m'arrête là et je suis à votre disposition. Merci Merci. beaucoup. Pardon, excuse-moi, Alexandre. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. Une petite question sur les rapatriements. Est-ce que vous avez déjà utilisé ou est-ce que vous utilisez régulièrement France Horizon? Je crois qu'on utilise quasi exclusivement France Horizon, qui nous est effectivement très utile, mais dont on connaît les limites. Hein. Ils ont un nombre là aussi déterminé de foyers. Enfin, vous voyez très bien les limites qu'il y a. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, je rebondis sur ce que vous avez dit, qui était vraiment très pertinent et très intéressant sur le besoin possible de professionnalisation. Et du coup, ce qui rend pour nous encore plus pertinent la demande de la prise en compte de la validation des acquis, la VAE, pour nos compatriotes qui travaillent dans les OLES. Notre, comment dire, le VSI donc, que nous avons réussi à financer par une entreprise privée, donc Total, à Douala. Donc voilà, ça nous montre qu'il y a une vraie pertinence à peut-être, si ce projet pilote fonctionne bien à la bienfaisance de Douala, trouver le moyen de l'étendre à toutes les associations de bienfaisance. Oui, tout à fait. Je pense que il y a vraiment un besoin déjà de reconnaître cette expérience et ces compétences que l'on a au niveau de nos bénévoles. Mais je crois qu'il faudrait peut-être aussi, alors je jette ça sous le contrôle, je lance ça sous le contrôle de Fanny, mais je pense qu'il faudrait aussi qu'on réfléchisse à des modules peut-être d'accompagnement et de formation des personnels des OLES sur ces points d'expérience technique, d'expérience comptable. Voilà, il y a peut-être des modules de formation qu'il faut identifier. Et au même titre que nous, fonctionnaires français, nous bénéficions de modules de formation en France ou en visio. Pourquoi ne pas créer quelque chose pour les volontaires de nos OLES? Merci, Monsieur le Consul Général. Euh, euh, Juste pour rebondir sur ça aussi maintenant, la DFAE ouvre aux élus, au Conseil des Français de l'étranger, l'accès à la formation, à des formations aussi, via la plateforme. Donc, très bon point. Jean Hervé, qui est président du conseil consulaire à Madagascar. Merci d'être là, Jean-Hervé. Je sais que tu es en pleine CFE, donc merci d'être là. Peut-être sur le rôle du conseil consulaire et les dialogues avec les OLES et élus consulaires. Merci Alexandre, merci Madame la députée, chère Amélia, merci à tous, bonjour. Effectivement, je suis le président du Conseil consulaire à Madagascar, qui est un pays qui compte maintenant une grosse douzaine d'OLES bénéficiaires de subventions et quelques autres associations d'entraide et de solidarité qui sont actives sans demander de subvention. Au passage, se pose la question de l'intégration de celles qui ne demandent pas de subvention dans les conseils consulaires, puisque pour certains, il faut être dépendant ou demander des subventions pour être reconnu comme entraide et solidarité, ce qui n'est pas toujours le cas. Certains peuvent s'autofinancer. À Madagascar, on a un réseau dense et on essaye, pas encore tout à fait le cas, d'avoir un OLES dans chacune des zones d'action d'une agence consulaire, donc d'un consul honoraire. On a un réseau de 13 agences consulaires en province. On a pour encore trois agences consulaires qui existent sans avoir d'OLES à côté. On a des budgets de subvention globalement pour l'ensemble de ces OLES qui sont, selon les années, ça a été plus pendant la période Covid, on l'a dit tout à l'heure, de l'ordre de 120 000. On est redescendu à 80 000 euros. On verra ce qui est attribué cette année. Et la complémentarité avec les services consulaires fonctionne très bien. Les OLES servent d'abord et avant tout de relais géographique aux agents du service social du consulat, notamment dans les villes de province.
à Tananarive, leur rôle est un peu différent. Elles sont des relais d'exécution et de mise en œuvre parce qu'elles ont une souplesse de décaissement rapide d'une aide quand c'est nécessaire, sans avoir besoin de passer par une procédure administrative. Cette aide peut être aussi même sous forme de tickets, de bons d'achat dans les supermarchés pour des produits qui sont identifiés, c'est-à-dire qui sont vraiment des produits alimentaires ou de première nécessité, en accord avec les gérants des chaînes de supermarchés partenaires. Elles ont aussi un rôle d'accompagnement des détenus. On a une quinzaine de Français détenus dans les prisons à Tana, à la capitale, et à peu près autant dans les diverses prisons de province. Donc, les OLES ont obtenu, une de Tana notamment, l'Association française de solidarité de Tananarive, a obtenu un agrément de l'administration pénitentiaire pour être reconnu comme visiteur officiel des prisons, un petit peu en complément du consulat qui est euh, un peu saturé par le besoin de visite de ces prisonniers, avec des accords donnés par les prisonniers pour gérer les comptes bancaires, leurs comptes bancaires privés, notamment quand ils peuvent recevoir une aide sur ce compte privé, puisque on est dans un pays très pauvre où l'alimentation n'est pas assurée pour les prisonniers par l'administration pénitentiaire. Il faut que la famille ou les proches fournissent aux prisonniers de quoi se nourrir. Et donc, c'est souvent les OLES qui le font en utilisant l'allocation versée par le consulat. Donc, je veux souligner l'excellence du travail à la fois des OLES et du service social du consulat général de France à Paris. Excusez-moi, j'ai une perturbation. Euh, je ne vois pas pourquoi elle tombe maintenant. J'espère ne pas être embêté plus que ça. C'est chez moi ou c'est ailleurs? Je me pose la question. Non, J'ai coupé. J'ai coupé. Alors justement, c'est quelqu'un qui m'appelle pour une question de l'Est, et d'allocation sociale du consulat. Je répondrai plus tard. Donc, c'est un réseau dense qui répond aussi à une problématique particulière dans sans doute le pays du monde où on a le plus grand nombre de Français en très grande précarité. Euh, Ce ne sont pas seulement des Français d'origine malgache ayant la nationalité française et qui vivent dans les conditions économiques et sociales de la grande pauvreté générale à Madagascar. Madagascar, pour vous donner un chiffre, on a environ 90% de la population locale qui vit en dessous du seuil de pauvreté défini par le système des Nations Unies, hein, donc, qui maintenant est à 3 dollars par jour. Et on a aussi des Français qui sont en dessous de ce seuil, et bien sûr, ils sont pour certains allocataires des allocations du consulat, mais ça ne concerne que les personnes de plus de 65 ans, les personnes handicapées ou ponctuellement le secours mensuel aux enfants. Et donc pour les autres, il y a une tentative, un accompagnement. Quelqu'un parlait de reconstruction, on pourrait dire de réintégration dans l'activité économique, qui souvent est une activité informelle. Donc on a des OLES ici qui pratiquent des systèmes de microcrédit en faveur des Français qui peuvent redémarrer une petite activité qui peut être une activité artisanale de couture, qui peut être un petit élevage de poules pondeuses, un petit jardin potager qui permet de vendre quelques légumes et petit à petit de se réintégrer dans le circuit économique et donc de survivre en étant moins dépendant des aides. Voilà, en résumé, le panorama particulier de ce pays qui est Madagascar. Et bien entendu, on a une diversité grande dans les OLES, hein. Certaines sont très dynamiques, ont des capacités d'autofinancement. D'autres ne sont que des relais de distribution de la subvention. Et donc, on bataille un peu en conseil consulaire pour exiger des OLES et de leurs dirigeants un engagement minimum qu'au moins les membres du conseil d'administration payent une cotisation à l'OLES pour avoir la qualité de membre et pouvoir eux-mêmes être éligibles et élus. Ce n'est pas le cas partout. On bataille aussi pour avoir des comptes qui soient le plus lisibles possible. Et de ce point de vue-là, le format proposé par l'administration n'est pas toujours adapté. Et donc, il est parfois préférable d'avoir des comptes un peu plus détaillés, notamment quand je prends l'exemple de l'OLES qui a le plus gros patrimoine, qui est celle d'Antsirabe, qui gère un bâtiment hérité d'une congrégation religieuse qui était la maison de repos des colons à l'époque avant l'indépendance, qui maintenant est une résidence sociale et qui fait de l'accueil de personnes en difficulté sociale, mais aussi de touristes dans des chambres un peu plus haut de gamme, avec des recettes qui lui permettent de contribuer à son autofinancement.
qui accueille l'internat du Collège français dans le Sirabé, qui accueille une petite école primaire locale non homologuée, qui accueille des bureaux d'associations de développement, d'ONG, j'y ai moi-même eu des bureaux, qui a une activité diversifiée de mise en valeur de son patrimoine, mais qui néanmoins a du mal à équilibrer ses comptes, et donc qui demande parfois une aide à la mise aux normes, par exemple du réseau électrique de l'OLES pour assurer l'hébergement des gens dans des bonnes conditions du réseau électrique du bâtiment, quoi. Et donc là, on a aujourd'hui des difficultés de financement parce que ni les subventions OLES ni les subventions staff ne permettent de prendre en compte ce type de besoins, et ça fait partie des problématiques un peu particulières. Je ne peux pas être trop long sur l'exemple de Madagascar. Je vous ai cité les principales activités, caractéristiques et questions qui se posent au conseil consulaire. Et j'ai eu un entretien la semaine dernière, jeudi, avec le chef du service social et l'assistante sociale du consulat. Bon, on souhaite tous le maintien et si possible, le maintien au niveau antérieur des crédits disponibles pour les OLES parce que c'est vraiment un instrument qui permet une souplesse, une agilité, une réponse souvent immédiate. Et on est d'accord aussi sur le besoin de coordination et de formation. Une plateforme de coordination avait été mise en place à Madagascar, mais avait été un peu pollué par le fait que son initiateur est en même temps candidat aux élections législatives le coup suivant. Donc, ça a un peu compliqué les choses. Je crois que il faut qu'on reprenne les choses de manière apaisée et que la fibre peut être un bon support pour aider les OLES, notamment dans le développement d'un système de comptabilité et de gestion euh, plus souple et peut-être plus complet que celui que l'administration propose pour avoir des dossiers un peu plus lisibles au niveau du conseil consulaire. Voilà les quelques suggestions Mais- que je fais. Merci Jean-Hervé, hein. Merci de ton temps. Je propose qu'on passe directement à Madame Mangonia et Monsieur Delattre et Monsieur Lesque pour qui donnent une vision sur la nature de l'activité, le processus de prise en charge des usagers, le recherche de financement et les difficultés. Euh, Peut-être Rita, vous voulez y aller en première? Oui, bonjour, mesdames et messieurs, monsieur le consul général, madame la députée, je vous remercie tout d'abord de nous donner aujourd'hui l'opportunité de nous exprimer. Une petite présentation de notre foyer. Donc, notre association est née en 1944. Elle est le fruit de la générosité d'un couple de Français sans enfants, à but non lucratif. Elle a été jugée d'utilité publique et de secours social par les autorités tunisiennes dès sa création. Le foyer d'une capacité de 43 lits, il héberge actuellement 39 résidents, dont 25 Français, dont 8 allocataires. Il est aussi adapté pour des séjours de convalescence et de repos grâce à une salle médicalisée hautement équipée. L'équipe médicale se compose d'une gériatre présente 2 fois par semaine, de 4 infirmiers en relais présents 24 heures sur 24 et depuis peu la présence d'une psychologue, une ergothérapeute, une thérapeute ainsi que d'une musicothérapeute et d'une animatrice au quotidien. 2 kinés, un orthophoniste exercent au foyer, mais ces prestations sont sur prescription, elles restent à la charge des familles. Nous avons également depuis peu inauguré un parcours thérapeutique. Une moyenne de 62% de présence française a été enregistrée au cours de ces 10 dernières années au foyer. Le foyer finance entièrement son fonctionnement courant par l'encaissement des pensions versées par les résidents, leurs familles ou l'ambassade d'Italie pour ses ressortissants. 57 personnes travaillent au foyer actuellement, dont 27 auxiliaires de vie, 23 à la charge des familles, une de l'ambassade d'Italie et 3 à la charge du foyer pour nos compatriotes indigents. Dons et subventions du gouvernement français nous permettent de compléter, d'apporter les aménagements nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de nos aînés. Toute la partie relevant de l'administration générale est assurée à titre strictement bénévole par le comité directeur, composé actuellement de 6 personnes, dont la principale mission est d'accompagner nos aînés dans l'amour et la dignité. C'est pourquoi
nous refusons l'appellation de EHPAD, qui ne correspond en rien à l'atmosphère qui règne dans notre foyer. Nous sommes une petite structure, certes, une maison d'accueil, qui s'efforce de redonner une dimension humaine, de recréer la chaleur d'un foyer perdu avec du personnel dévoué que l'on s'efforce de qualifier au mieux. Nous travaillons en étroite collaboration avec les services sociaux du Consulat de France, avec également, si nécessaire et dans certains cas, le concours de la SFEB. En cas d'urgence sociale, le foyer assure hébergement et soins dans l'attente de la régularisation des situations. 2 dossiers sont actuellement suivis par le service social, 2 autres par le comité directeur. Alors, parmi les difficultés, le cas des personnes âgées isolées, certaines victimes d'abus de faiblesse, constituent les majeures difficultés de gestion, car faute de référents et d'un service approprié habilité à gérer ces situations, le suivi de ces dossiers repose entièrement sur le foyer et le comité directeur tout particulièrement. Les ressources de ces personnes provenant de retraites françaises, elles sont versées sur des comptes bancaires en France conformément aux dispositions prises par les intéressés avant leur admission dans notre foyer. Il est ainsi extrêmement difficile de gérer à distance, surtout lorsqu'on y ajoute les problématiques liées à l'âge. D'ailleurs, plusieurs de ces personnes nécessiteraient une mise sous tutelle. Problème également lié à la CFE qui refuse obstinément de désigner un référent pour faciliter les échanges. En raison de la digitalisation et vu la complexité des traitements des dossiers, il nous est très difficile d'accéder aux informations nécessaires, surtout lorsqu'un retard de paiement de cotisation entraîne la fin de l'adhésion et dans ces cas-là, tout est à refaire. Tout ceci implique un gros investissement personnel de la part du comité directeur qui assume déjà toute la partie administrative et financière du fonctionnement du foyer. Notre préoccupation actuelle, trouver des bénévoles pour assurer une transition et la pérennité du foyer. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, madame. Peut-être Monsieur Delattre? Alors, merci beaucoup. J'ai une petite question, pardon Alexandre. Merci beaucoup vraiment pour votre témoignage et ces informations. C'est un très très bel exemple de coopération solidaire, j'ai envie de dire. Et ma question est, j'ai entendu que l'ambassade d'Italie vous aidait aussi, c'est parce que vous avez des pensionnaires italiens? L'ambassade d'Italie ne nous aide pas, elle met à disposition une auxiliaire de vie pour ses ressortissants. D'accord, c'est ça. Voilà. Très bien, merci. Monsieur Delattre? Ah, vous avez le micro coupé, Monsieur Delattre. Monsieur Delattre? On ne vous entend pas. Vous avez le micro coupé. Super. Bonjour, vous m'entendez? Très bien maintenant, Oui, non? merci. Oui, très très bien. Bonjour. Bien, bonjour, bonjour. Bien, alors au départ de Tunis, tout d'abord, Rita Mangona nous a dit qu'elle avait d'excellentes relations avec la SFEB, je confirme. Simplement, dans les réflexions finales, nous y reviendrons, j'espère, au niveau des questions. Nous avons un gap au niveau de ces 2 OLS. La SFEB qui s'occupe, et nous allons y venir, je dirais, de façon horizontale, de l'ensemble des problématiques que nous avons avec le service social. Là, je dirais, Dominique, notre consul général, l'a bien exprimé tout à l'heure, c'est parfait, la proximité, la réactivité, mais nous avons très peu de personnes très âgées. Et dans l'organisation OLES Tunisie, il existe un gap relativement important entre ce que peut faire la SFEB et le service social du consulat et ce que fait la maison de retraite, puisqu'il faut quand même avoir un certain âge pour y arriver. Donc entre les deux, il y a un gap et il faudrait que la question se pose pour savoir comment on peut aider les gens qui commencent à avoir des problèmes entre 50 ans et qui n'auront accès à leur retraite qu'à partir de 65 ans et qui se trouvent extrêmement flottants en ce qui concerne les aides. Et là, je pense que de plus en plus, nous avons un gap qui ne trouve pas forcément de solution. Alors, les relations avec le service social du consulat sont absolument parfaites. Je résumerai ce qu'a dit le consul tout à l'heure.
Nous sommes un peu le service social du consulat, puisqu'à chaque fois que des dossiers un peu complexes mais instantanés apparaissent, effectivement, la SFEB intervient et, je dirais, nous nous flattons, entre guillemets, toutes choses égales, nous arrivons à trouver des solutions instantanées. Je dirais en 48 heures, nous arrivons à mettre en place des procédures qui permettent d'envisager, de stabiliser un phénomène. On n'arrive pas à le régler, mais enfin on le stabilise en 48 heures. Ça, c'est un peu notre objectif. Je redonne l'objectif final. Vous m'entendez bien parce que je vois que... Oui, c'est parfait. Parfait, très bien. Notre objectif reste bien sûr le fait de réinsérer. Nous ne sommes pas, je dirais, un guichet de distribution d'argent, loin de là. Tous nos dossiers sont traités individuellement, sont traités de façon précise, et notre objectif est systématiquement la réinsertion familiale, sociale, professionnelle. Donc nous intervenons avec cet objectif, et c'est à l'intérieur de ça que nous faisons des aides financières ou sociales. Nous avons bien sûr, comme Madagascar, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, effectivement, nous intervenons en urgence avec des tickets sociaux pour aller chercher de la nourriture dans des supermarchés. Même en Tunisie, nous avons ces besoins et nous travaillons, je dirais, en relation avec beaucoup d'autres associations. Nos champs d'intervention, je répète, sont totalement horizontaux. Nous intervenons, je dirais, pour des mamans qui ont encore des enfants dans le ventre, excusez-moi, mais ça a l'avantage d'être très clair, et nous avons mis en place, nous avons acheté des terrains au cimetière pour pouvoir enterrer les gens nécessiteux. Parce que pour mémoire, ce sont les associations qui font l'enterrement, ce n'est pas le service social du consulat. Hein, c'est sur notre budget que nous enterrons les indigents. Bien, donc vous voyez, c'est à plus de 360 degrés avant la naissance et après la mort. On ne peut pas tellement être plus horizontal. Le processus de prise en charge, nous avons un dossier qui n'est pas très éloigné de ce que fait le service social, ou des dossiers qui nous arrivent déjà structurés par le service social, et nous essayons je dirais, d'identifier au plus près la véritable problématique. Parce que souvent, je dirais, le besoin exprimé est un besoin instantané, mais qui trouve son origine par des problématiques qui sont antérieures. Et là, nous avons 2 permanents qui sont rémunérés, 2 salariés, dont une personne qui joue le rôle d'assistante sociale, puisque ça a été son métier, assistante sociale et infirmière, et qui nous permet d'avoir un très bon relationnel avec les personnes qui nous demandent des interventions. On parlait de formation. J'insiste pour vous dire que la SFEB, qui est créée depuis 1882, bénéficie quand même d'un historique, je dirais, sur les problématiques qui est extrêmement important. Et quand j'additionne le nombre d'années de mes 2 permanentes, eh bien, nous dépassons un demi-siècle d'expérience. Donc, nous sommes à la disposition, je dirais, de jeunes associations. Nous avons quelque chose à transférer, le cas échéant. Les recherches de financement, bien, nous avons la sagesse de considérer qu'un tiers au niveau du consulat, c'est bien. Si on pouvait avoir un peu plus, ce serait parfait, mais on essaie de respecter ces règles, et cela depuis de très nombreuses années. Les 2 autres tiers, on les trouve de façon prioritaire par les manifestations caritatives que nous organisons, la notion de cotisation étant une approche, je vais peut-être être brutal, mais totalement périmée, puisque dans les associations, que ce soit SFEB ou les associations dans le monde entier, Rotary, Lions Club, lorsque les clubs ont 40, 50 personnes, tout le monde s'extasie. Alors c'est certainement pas avec des cotisations à 15 ou 20 euros à 40 ou 50 personnes que l'on va régler un problème de structure et de développement pour les SFEB. Bien. Donc, ce sont les actions que l'on fait, et je dois dire que nous les faisons toujours grâce à un appui social et de communication qui nous sont faits par les institutions françaises en poste en Tunisie pour la partie tunisienne. Et là, nous avons toujours ou la présence du consul général ou la présence et participation active
de l'ambassadrice actuellement. Nous faisons un dîner-gala un peu formel tous les ans depuis très longtemps, et nous avons toujours l'ambassadeur ou l'ambassadrice qui est présente et qui participe réellement à ces manifestations. Sans cela, je dois avouer que la SFEB ne pourrait pas vivre. Il faut être conscient, 2/3 arrivent par des manifestations extérieures. Par contre, je fais une petite parenthèse. Dans nos manifestations, pour l'instant, nous avons toujours obtenu des résultats positifs, plus ou moins positifs, mais jamais négatifs. Bien, il faut savoir, et moi-même j'ai d'autres casquettes dans la vie, que ce soit au Lions Club ou au Rotary, des grandes associations internationales, les manifestations commencent à être négatives, à perdre de l'argent, et ça depuis 2 ou 3 ans. Ces associations perdent des membres, elles perdent des cotisations, et elles font des grandes manifestations, y compris des cinquantenaires, et je ne citerai personne, où on perd de l'argent à la sortie des associations. Donc il faut savoir, et on s'y attend, la SFEB, on n'est pas meilleur que les autres. Tôt ou tard, nous ferons une manifestation où nous avançons, où nous engageons de l'argent et où on obtiendra un résultat négatif. Pour l'instant, hein, c'est le mektoub, comme on dit chez nous, mais ça ne nous est pas arrivé, mais on s'y prépare parce que tôt ou tard, ça nous arrive. Bien, ça c'était pour la recherche de financement. Je dirais que depuis une dizaine d'années, où je suis à peu près président ici, nous avons reçu régulièrement et plusieurs fois chaque année des députés, des sénateurs qui nous demandent ce qui nous ferait plaisir. Politiquement, c'est toujours une phrase utile. Entre autres choses, nous répondons la chose suivante. Nous aimerions avoir un sponsor, un gros sponsor français, d'accord, qui est intéressé par, la logique peut se faire dans d'autres régions, mais qui serait intéressé par la zone tunisienne, pardon, et qui, dans le cadre de ses actions sociales, dans ses actions RSE maintenant, parce que c'est beaucoup plus joli de le dire comme ça, serait intéressé par la zone, ou parce qu'il y est déjà implanté, ou parce qu'il envisage de s'y implanter. Eh bien, je dois dire que sur les 10 dernières années, le résultat, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est 0 plus 0. Tout le monde saura que ça ressemble à la tête à Toto. Voilà, il fallait le faire, je l'ai fait. Mais sur 10 ans, je dois avouer que c'est quand même un résultat qui est extrêmement négatif. Mais je confirme que nous aurons toujours un immense plaisir à accueillir cette année d'autres députés, d'autres sénateurs et d'autres présidents d'associations où on ne désespère pas. Depuis 1882, nous attendons. On pourra bien attendre encore 50 ans. Bien. En ce qui concerne les interactions avec les autres associations, je dirais que nous avons des interactions avec toutes les associations tunisiennes ou françaises qui existent ici. Il n'y a vraiment aucun problème. Nous participons à leurs manifestations, ils participent à nos galas, nous participons à leurs galas. La Tunisie est un petit pays, 12 millions d'habitants, qui n'est pas excessivement grand. Les gens peuvent se déplacer. Et il y a une certaine forme de convivialité tuniso-française, même si, je dirais, depuis quelques années, je dirais l'amour est peut-être un peu moins présent, mais bon, ça existe encore, profitons-en carrément. Bien, nos difficultés, ben, vous avez vu, elles transparaissent un peu dans les exemples que je vous ai donnés. J'aimerais parler un petit peu d'attentes que l'on pourrait avoir, de réflexion dans le temps. On a parlé de maison de retraite. Rita vous a parlé de sa fonctionnalité, mais aussi de ses limites, bien sûr, par nature. Comme nous avons les nôtres. Je pense qu'il manque ici ce qu'on pourrait appeler une maison de la France, mais une maison de la France un peu sociale, qui serait un foyer social, mais non pas un EHPAD. Rita a parfaitement raison, mais qui soit une zone d'accueil permettant d'accueillir des typologies différentes, des gens qui ont perdu leur papier et qui doivent rentrer en France, mais qui ont besoin, tout au moins, dont le service social du consulat a besoin pour les loger 4 ou 5 jours, ils n'ont pas d'argent. Des gens ici qui n'ont pas forcément d'argent, des Français qui quittent l'hôpital, par exemple, et qui ont besoin d'avoir une zone tampon de parfois un petit moment pour pouvoir avant de repartir en France. Bien, il ne s'agit pas forcément de faire venir des gens exclusivement nécessiteux, loin de là. Il y a des gens qui peuvent payer. Vous avez des familles, on parlait des prisonniers à Madagascar tout à l'heure. Bien, Madagascar connaît bien le problème, c'est très lent et très coûteux d'aller voir son fils qui est en prison.
En Tunisie, c'est à peu près la même chose. Nous avons ces problèmes-là. Et il y a beaucoup de gens en famille qui ne peuvent pas venir voir des prisonniers parce qu'ils ne peuvent pas passer 8 jours ici en Tunisie à l'hôtel. Même si on n'est pas nécessiteux, on ne peut pas s'offrir ce genre de choses. Donc ça serait important de se poser cette question. Ce n'est pas une idée en l'air, hein. Ça fait 6 ou 7 ans, j'ai embêté 3 ambassadeurs de suite. L'idée avance, j'espère qu'elle n'est pas à chaque fois mise sous la pile. Il faudra peut-être arriver à faire ça. Les SFEB ou les sociétés d'assistance, si vous me laissez encore une minute, je m'arrête, ne sont pas reconnus au départ de la France, sauf erreur de ma part, hein, je parle sous couvert de vous-même, la présidente, nous ne sommes pas reconnus d'utilité publique au départ de la France. C'est un peu gênant puisque d'autres associations comme Tunis Accueil, qui vendent à juste titre, avec lesquelles nous avons d'excellentes relations, de l'information et de la convivialité lorsque les Français et les francophones et francophiles arrivent en Tunisie, ont été reconnus d'utilité publique. Ça serait pas mal que les SFEB le soient aussi. Comme la maison de retraite nous-mêmes, nous étions reconnus par les instances tunisiennes d'utilité publique jusqu'en 2010. La législation sur les associations de 2011 a complètement supprimé ces avantages. Donc si on pouvait les récupérer au départ de la France, je pense que ça serait pas mal du tout. D'autres questions peut-être, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Moi, je dois vous abandonner là et je vous laisse entre les mains de Sylvie et Alexandre. Mais juste avant de vous laisser, et merci beaucoup parce que vraiment, Michel, très précieux et je pense que votre expérience peut aider beaucoup de jeunes OLES. Mais je voudrais redonner la parole à Jean-Hervé qui a des éléments de réponse pour le référent CFE. Oui, merci Amélia. Juste un mot pour répondre à une observation qui a été faite par l'intervenante antérieure, Rita, sur l'absence de référent avec lequel on puisse communiquer depuis une OLES pour aider les assurés de la CFE en cas de rupture des droits suite à un retard de paiement de cotisation ou pour gérer une adhésion, un remboursement. Je crois qu'on peut porter cette question au conseil d'administration de la CFE et qu'en attendant le développement d'un système de référent pour les OLES qui peut être proposé, vous pouvez passer par les élus consulaires ou les membres du conseil d'administration de la CFE. Vous avez la liste d'administrateurs sur le site de la CFE. Vous en avez plusieurs. Là, vous êtes en Tunisie. Avant, il y avait Hervé Proust, mais vous avez des administrateurs qui sont d'Algérie et de Maroc. Vous pouvez passer par eux, leur envoyer un courriel qui précise, qui expose avec le numéro de sécurité sociale de la personne concernée la difficulté à laquelle vous faites face. Ils le transmettent à la direction et je peux vous assurer, pour l'avoir expérimenté moi-même au service des assurés de la CFE de Madagascar, que la direction, M. Pierre Tinet, répond dans des délais très courts, généralement de 48 heures, avec une réponse opérationnelle, pratique, rapide. Voilà, ça c'est une première chose. Et en attendant, je vais porter votre question pour avoir des référents communiquant avec les OLES. Et la deuxième chose qui a été évoquée, c'est le lien d'avance éventuellement que les OLES peuvent faire. Et je crois que ça peut être pris en compte aussi par les consulats. Il nous est même arrivé à Madagascar que certaines OLES avancent l'argent pour le paiement d'une cotisation dans la catégorie aidée quand les gens n'avaient pas les moyens de payer eux-mêmes, même le tarif réduit de la catégorie aidée de la CFE. Donc ça, c'est un sujet qui peut être creusé. On peut ne pas le faire avec l'argent du consulat, mais avec les ressources propres de l'OLES, c'est possible. Voilà. Merci Jean-Hervé. Merci pour ces précisions. Ce que je vous propose, c'est de passer à Laurent pour la dernière témoignage. Et après, si tu es d'accord, Sylvie, peut-être que tout le monde qui le veut puisse proposer une ou deux idées problématiques pour faire remonter justement dans ces livres blancs, de ces livres blancs. C'est bon pour toi, Sylvie? Ok. Laurent, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, mon nom est Laurent Lesec, pas toujours évident à lire pour tout le monde.
Pas de souci. Je suis président donc de la Société Solidarité France-Italie. En fait, c'est une très vieille dame de 170 ans. Elle les a fêtés l'an dernier, 1854. Et pour cet anniversaire, on a décidé de changer de nom. C'est-à-dire, on était la Société française de bienfaisance de Milan et Lombardie. Et en fait, bon, le nom était trop long à retenir, un peu désuet côté bienfaisance. Et puis, la zone géographique n'était plus exacte. Donc, on en a profité pour changer et s'appelait donc Solidarité, en cherchant dans le nom aussi quelque chose qui soit mieux compris de la communauté italienne, pays où l'on vit. Donc Solidarité se comprend mieux, et France-Italia, donc le lien entre les deux pays. On a aujourd'hui, on est une équipe, on a repris cette association il y a 8 ans maintenant, donc on a déjà une belle expérience, mais elle vivotait, on va dire, quand on l'a reprise, comme toute association, elle a des périodes de haut et de bas. Et donc, depuis 8 ans, avec l'ancienne présidente qui est devenue vice-présidente depuis 3 ans, Véronique Di Mercurio, on a repris cette association. Aujourd'hui, on a une vingtaine de bénévoles. On a réussi à accumuler différentes compétences pour aider les situations des personnes que l'on suit. Véronique est elle-même psychologue, donc on sait qu'évidemment ça aide dans beaucoup de situations. Toutes ces personnes en grande difficulté vivent un moment difficile, et donc le suivi de ces personnes nécessite une aide et un accompagnement aussi au niveau de l'équipe. On a la chance d'avoir 2 avocats, notamment sur le droit de la famille, ce qui nous permet de solutionner, d'apporter des réponses précises à des cas compliqués, notamment à des couples qui se séparent, binationaux et avec enfants ou pas. Évidemment que la connaissance des droits français et italiens est essentielle pour avancer sur ces dossiers. Donc, dans notre équipe, là, ça aide beaucoup. On a 2 personnes qui travaillent dans les ressources humaines, donc dans les situations d'arrêt professionnel et de recherche de travail, on peut aider. Moi-même, je suis dans le secteur financier, donc évidemment que je peux intervenir aussi dans mon domaine. Et on a aussi des enseignants. Donc voilà, ça c'est pour les compétences de l'équipe. On suit à peu près 25 familles, 40 personnes sur tout le nord de l'Italie, donc la moitié du pays que couvre le consulat de Milan. Le consul est notre président d'honneur, ce qui évidemment aide dans certaines situations. Ça vous donne tout de suite une idée de la qualité des relations qu'on peut avoir avec le consulat. Donc, hormis qu'on est Milanais nous-mêmes, le consulat est à Milan, la proximité géographique aide évidemment, mais je dois dire que 90% des cas que l'on suit sont amenés par le service social du consulat. Donc, depuis 8 ans, c'est un travail de confiance qui s'est établi entre eux et nous. Aujourd'hui, on est la seule OLES sur la zone. Il y en avait une autre sur Turin qui s'est dissoute il y a maintenant 2 ans. Et donc, on travaille avec ce service. On a une personne qui travaille dans le service, un responsable, la chef de chancellerie qui chapeaute. On a donc des interlocuteurs avec un temps limité de leur côté et un budget aussi limité. Donc, il y a un travail une relation qui s'est établie depuis 8 ans. Notre façon de travailler, c'est toujours de comprendre déjà correctement la situation et le besoin des gens que l'on rencontre en grande difficulté. On a toujours un référent dans le suivi de la personne que l'on suit qui fait intervenir des spécialistes dans l'équipe suivant les compétences qu'on a chacun pour aider à résoudre la situation. Comme mes collègues, on essaie toujours de voir l'aspect de versement financier en dernier lieu, c'est-à-dire, si évidemment que c'est une urgence, on va toujours être présent, mais notre objectif, comme les autres, c'est de rendre les personnes que l'on aide à être plus autonomes et améliorer progressivement leur situation. Dans l'accompagnement de ces personnes, je dirais que le Covid a changé pas mal de choses, dans le sens où les démarches administratives sont devenues beaucoup plus complexes, en tout cas complètement online, ce qui les rend plus difficiles pour les personnes en grande difficulté. Donc, on passe de plus en plus de temps depuis ces dernières années dans l'accompagnement des démarches administratives et des couvertures sociales. En 2024, en plus, en Italie, on a eu un changement important sur les minima sociaux, un changement de gouvernement qui veut s'opposer au gouvernement précédent. Et du coup, l'enveloppe des minima sociaux a diminué grandement, de moitié, et évidemment aussi sur les bénéficiaires, avec des conditions d'attribution qui sont devenues extrêmement compliquées
et longue et pénible. Donc, on a passé beaucoup de temps sur ce sujet. Nos ressources, ben, on en vient à la relation avec d'autres associations et notamment l'accueil. Donc, on a une association Milan Accueil qui existe depuis très longtemps. 75% de nos ressources avant le Covid étaient liées à un gala de bienfaisance annuel. Ce gala a été purement et simplement annulé pendant la période Covid, ce qui peut se comprendre, mais l'association et la présidente de l'époque a décidé de ne plus faire de gala de bienfaisance. Donc ça, c'est la décision propre à cette association, soi-disant que l'ensemble des accueils donnerait cette indication de ne plus faire ce type, de ne plus avoir ce type d'activité. J'en doute un peu, mais en tout cas, je dirais un mal pour un bien. On s'est retrouvé en effet de ciseaux avec la forte inflation qui a suivi le Covid et ce gala de bienfaisance qui n'existait plus. Donc, on était plutôt très inquiets dans notre fonctionnement. Et ce qu'on a fait, ben, on était au pied du mur, on n'a pas trop le choix. Donc, on s'est tourné vers les entreprises. C'est vrai que Milan est la capitale économique du pays. On est certains habités ici depuis pas mal d'années, donc on a ce qui nous permet d'avoir des relations. Donc, du coup, on a réussi à obtenir plusieurs dons annuels qui se renouvellent fort heureusement comme sponsors. Donc, on a entre autres Kering, KPMG, Mazars qui font partie de ces sponsors. Et donc, je dirais qu'on rentre dans l'explication qui a été la présentation qui a été faite au départ. On savait que idéalement, il fallait que la subvention du ministère constitue un tiers de nos ressources. On y est aujourd'hui parce que depuis 5 ans, depuis qu'il nous est arrivé cette suppression du gala, on a mis en place une campagne de dons annuels qui a lieu chaque période de fin d'année. On profite de la sensibilité, on va dire, des donateurs pendant la période des fêtes. Et donc, on a bien de finir, on a fait aux dernières fêtes de fin d'année notre 5e campagne de dons. On arrive maintenant à récolter plus de 10 000 euros à chaque fois. Donc, évidemment que c'est essentiel avec les donateurs entreprises. La Chambre de commerce est aussi un donateur de l'association. On arrive à couvrir nettement nos dépenses annuelles. Donc, bon, les relations avec le consulat, comme je l'ai dit, sont plutôt très bonnes. Je dirais qu'on navigue entre une transparence nécessaire. On fait 2 réunions annuelles avec eux à peu près pour échanger sur les différents cas que l'on suit et surtout les cas les plus difficiles, on va dire, les plus urgents. En plus de la réunion sur les commissions des bourses, la réunion sur les subventions, la CCPAS, à laquelle on assiste aussi et on défend nos demandes, évidemment. Donc, je dirais, on navigue entre transparence sur ça et indépendance. On est tout de même indépendant du service social du consulat, mais on est bien conscient que c'est tout à fait normal qu'ils aient un droit de regard sur, en tout cas, au moins la subvention qui nous est versée annuellement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On essaie évidemment on a la chance à Milan d'avoir un bon tissu associatif et de structures françaises. Donc, du coup, on a des très bonnes relations avec le lycée français ici, avec l'Institut. Voilà, tout ça. Et je dirais, on est très modeste par rapport à nos collègues, par exemple, de Tunis ou surtout de Madagascar, parce que nous, on est un pays limitrophe à la France. On est dans une capitale économique, un pays qui va pas si mal. Et du coup, bah, c'est évidemment plus facile pour nous d'exercer notre activité que dans d'autres pays qui sont plus éloignés et dans un contexte plus difficile. Je dirais que pour conclure sur les points qu'on veut soulever, nous, sur les difficultés, c'est qu'on s'aperçoit, ça a été annoncé de la part du ministère, d'une baisse des enveloppes des couvertures sociales, notamment sur la PAC, qui est abaissée sur plusieurs années. Ça nous inquiète évidemment parce que ceux qui le sollicitent, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas d'autres ressources et que c'est très compliqué. Donc voilà, on sait la situation de nos finances publiques, on sait la nécessité de faire des économies, mais on pense que vraiment il y a d'autres dépenses publiques sur lesquelles il conviendrait davantage de regarder que celle-ci.
Et ensuite, je reviens sur un sujet qui a été évoqué précédemment. On a sollicité sur 2 dossiers France Horizon. C'est passé évidemment par le service social du consulat. Et on s'est rendu compte que vraiment, ça n'a pas abouti. Et alors qu'on s'est beaucoup impliqué sur ces dossiers, sur des cas où vraiment les personnes, on voit plus de solution. D'ailleurs, il y a toujours un cas en suspens. Et on a l'impression que, comment dire, que c'est pas optimum ce fonctionnement. Donc, on est volontiers, si vous pouviez avoir comme thème d'une prochaine réunion, d'avoir plus d'informations sur comment fonctionne France Horizon, dans quelle situation on peut les solliciter, quelles sont les démarches précises. Pour moi, c'est un sujet qui va beaucoup nous intéresser. Et on vous remercie beaucoup de l'organisation de ces réunions. Merci Laurent. Merci beaucoup. Alors, pour peut-être essayer de donner la parole à tout le monde et dans la cohérence, ceux qui veulent prendre la parole, s'il vous plaît, levez la main et on essaiera de les prendre au fur et à mesure. Et pour pas que ça fasse trop long, parce qu'on est déjà au-delà du temps qu'on aurait dû y consacrer, ceux qui veulent prendre la parole pour échanger leur expérience ou peut-être faire des propositions concrètes. Dire 2 choses qui vont bien et qui recommandent, qui peuvent être des recommandations, et 2 choses qui vont pas, qu'il faudrait améliorer. Et il n'y a, comme a été précisé, il n'y a pas de tabou. Donc n'hésitez pas. Qui voudrait prendre la parole? J'essaye de... Alors, Marcel, vas-y. Oui, bonjour à tout le monde. Très content de cette réunion. Moi, j'ai une question très simple. C'est le fait que la fibre devienne une association d'utilité publique. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que malheureusement, et quelques-uns l'ont signalé, les relations ne sont pas toujours évidentes avec les consulats. Dans certains pays, ça se passe bien, tant mieux. À Maurice, par exemple, ce n'est pas le cas. Et du coup, on est carrément exclu des CCPS. Et il est évidemment très compliqué à ce moment-là d'avoir de bonnes relations et puis surtout d'être au courant un peu des difficultés de certains Français. Ça, c'est la première question. Et d'autre part, je pense aux associations qui sont déboutées pour des raisons diverses et variées de leur demande de subvention. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un recours directement avec la direction à Paris, par exemple? Voilà, c'est terminé pour moi. Merci. Merci Marcel. Rita? Merci de me redonner la parole. Je voudrais juste apporter une petite précision en réponse à Jean Hervé. Au sein du comité directeur, nous avons 2 élus et Michel Zucchero, qui en est un, a justement fait la démarche auprès du directeur de la CFE, M. Pavie, qui a répondu à notre demande de mise en place d'un référent par la négative. Donc ça, c'est une précision que je voulais apporter parce que nous avons effectivement tenté par le biais des élus de pouvoir faire satisfaire à notre demande. Voilà, c'était juste ça. Merci. Merci Rita. Monsieur le Consul général. On ne vous entend toujours pas, Monsieur le Consul général. Ah oui, j'en profite pour ceux qui ne veulent pas prendre la parole, qui doivent partir, n'hésitez pas à mettre vos recommandations dans le chat. On les copiera et on s'en servira. Donc n'hésitez pas. Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Parfaitement. Parfait. Donc je vais aller très vite pour rebondir sur le dernier point de Rita. Rita connaît bien l'agent que nous avons au service social et qui justement est en lien avec la CFE. Donc nous non plus, nous souffrons un peu de manque de référents, de personnes que nous pourrions appeler. Cela étant, le directeur de la CFE et son directeur adjoint sont tout à fait, je confirme, quelqu'un des participants l'a dit, sont des gens tout à fait réactifs et nous répondent assez rapidement parce que nous avons effectivement, en dehors de certaines personnes au foyer, nous avons aussi des compatriotes qui ont des soucis avec la CFE et donc, message interne à la Tunisie, Rita, n'hésitez pas à nous en faire part, nous essaierons de vous aider. Le deuxième point que soulevait Michel
Là, toujours un point d'information, me semble-t-il, sur les associations reconnues d'utilité publique. C'est un label qui est valable pour les associations françaises, puisque c'est l'administration française qui le décerne, je dirais, à des associations de droit français. Alors, à ma connaissance, c'est pour ça que Tunis Accueil, ce n'est pas Tunis Accueil qui a le label utilité publique, c'est l'association des accueils, hein, dont le siège est à Paris. Voilà, c'est pour ça que, à contrario, les associations locales, notamment la SFEB ou autres, ne peuvent pas accéder à ce label français. Ils peuvent peut-être accéder à un label utilité publique au niveau des États de résidence, mais pas au niveau français, parce qu'ils ne sont pas associations de droit français. 1901. Merci. C'est sûr, en fait, justement, la fibre va essayer de peut-être faire le même système que, voilà, c'est peut-être l'objectif, et comme l'a souligné Marcel. Est-ce que vous avez d'autres prises de position Allô, est-ce que vous d'idées? m'entendez? N'hésitez pas. Est-ce que On vous vous m'entendez? entend. Oui. Oui, Stéphane Julien, conseiller français du Niger. Ah, Niger, que salut. vous connaissez les problèmes. Bien sûr. Vas-y, Julien. Des Voilà, merci. propositions? Voilà. Donc, c'était simplement pour donner mon expérience. Donc, du coup, maintenant, depuis 1 an, je suis au Togo et je gère les Français du Niger par le biais du Togo avec une collaboration, et ça, je tiens à le dire, une excellente collaboration avec Marie-Renée Lubert, la consul du Togo, et l'ambassadeur. Voilà. Donc, j'ai été totalement intégré avec les autres conseillers. Alors, concernant moi, le Niger, évidemment, je ne veux pas pour tout, hein, les passeports, parce que là-bas, on a été abandonné, quoi. Hein, s'il n'y a pas d'autre mot, hein, de toute façon, c'est l'abandon total. Hein, voilà. Donc, j'ai quand même réussi à obtenir le CPPS pour une dizaine de personnes, tout en le faisant au Togo, grâce au consulat et Madame Carmona, qui est à la DFE à Paris. J'ai fait une demande d'OLES, de subvention pour Fontraide, parce que heureusement, on a encore Fontraide au Niger pour aider tous les problèmes. Hein, il y a beaucoup de problèmes de cas sociaux et tout à gérer. Et donc, et là, j'ai fait ma demande d'OLES, donc de subvention, en février. Et j'espère qu'en juin, on sera entendu et que Fontraide pourra avoir cette subvention qui est très, très utile. Voilà, donc c'était pour vous donner mon expérience. C'est vrai qu'il y a des endroits, des conseillers, dans des problèmes, et je le conçois, parce que c'est vrai que c'est pas tout facile pareil, partout. Mais en tout cas, pour ce qui est du Niger, le Togo, ça, au début, ça a été un peu compliqué parce que on comprenait pas trop, en sachant qu'en plus, la France a décidé que le Niger était intégré maintenant au niveau consulaire du Togo, mais que pour le Togo, pour autant, ils n'ont pas de budget pour ça, ils n'ont pas de personnel pour ça. Ce qui fait qu'ils sont un peu plus surchargés d'emplois que ce n'était au départ. Voilà, c'était juste une petite donner mon expérience. Merci beaucoup, Julien, et mes amitiés depuis le Cap. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent proposer des choses ou prendre la parole? 2, 3, je vois personne. On va prendre les suggestions du chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux intervenants. Merci beaucoup à Madame la députée. Remerciements particuliers à Sylvie qui a vraiment coordonné, et Siméon qui a repris les notes pour faire les conclusions. Merci, et je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous.